persiste? Est-ce qu'on est dans une réelle demande ou une bulle marketing? De plus, avons-nous les moyens de ces ambitions, notamment les petits agriculteurs qui doivent adhérer à un process aussi long et coûteux? Et qui paiera le prix de cette transition? Comment peut-on installer cette culture dans les mœurs, notamment les petits agriculteurs qui sont les plus concernés? Et pour la certification, faut-il vraiment un label pour faire le bio? Combien de temps cela prendra-t-il? Et qui supportera les coûts? À aujourd'hui, combien d'agriculteurs plutôt bio et de quelle taille on peut bénéficier du dispositif de financement et qu'en est-il de l'accompagnement? Donc voilà l'ensemble des questions auxquelles vous allez tenter de répondre. Je donne la parole à Madame Jbali, donc les dames d'abord. D'accord, ok. Alors, Madame Jbali, je rappelle que vous êtes présidente de Terre et Humanisme. Parmi nous, il y a Madame Fatiha Jazouli qui est membre de Slow Food International. Monsieur Taheri est également parmi nos invités, qui est directeur général de l'OLEASTRE et il est également président de l'association régionale de la région Fès-Meknès pour les agriculteurs bio. Il y a monsieur Mehdi Ben Chkroun qui est directeur en charge de la direction centrale développement stratégique Agri-Agro du groupe Crédit Agricole. Et Monsieur Badr El-Fartas, directeur unité production de services CCPB. Voilà. La parole est à vous, Madame Jbali. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie. Je remercie tous les participants. Merci de nous avoir donné cette opportunité pour parler de thèmes qui nous sont chers. Donc, je rappelle que nous sommes une association, l'association Terre Humanisme Maroc, et que le socle sur lequel nous travaillons, c'est le petit paysan, les petits agriculteurs. Donc le lien, le thème que vous avez évoqué, le bio sésame pour le petit agriculteur, effectivement, c'est un grand projet que nous avons tous depuis très longtemps. En passant d'abord, nous passons d'abord par l'agroécologie, qui nous amène, qui est le premier palier pour aller vers le bio. Donc, le petit paysan et le bio, c'est encore quelque chose c'est un projet qui est encore à asseoir et à consolider. Il n'est pas encore vraiment installé parce que aujourd'hui, le bio au Maroc est surtout traîné et tiré par les gros exportateurs, opérateurs qui travaillent pour l'export. Nous formons, nous sensibilisons, nous initions le petit paysan à l'agroécologie, qui est une alternative agricole, c'est-à-dire un mode de production agricole qui respecte les ressources naturelles, qui n'utilise pas les pesticides, qui n'utilise pas les intrants chimiques, qui respecte les lois de la nature avec la rotation des cultures, etc. etc. Donc, c'est une pratique agricole. Nous, notre job, c'est surtout sensibiliser le petit paysan. On n'en est pas encore arrivé ni à la transition, ni, bien sûr, à la certification, même si beaucoup de choses ont été faites par l'État, beaucoup de choses ont été faites par les opérateurs, par tous les acteurs du secteur. Donc, nous en sommes encore au premier stade qui est la sensibilisation. Voilà, donc c'est encore très dur, très difficile. Amener maintenant la masse des petits agriculteurs, les amener vers le bio, ça va demander peut-être encore des années de travail, des années de sensibilisation, mais on va y arriver, Inch'Allah, on va y arriver. Oui, mais sensibilisation, mais est-ce qu'il y en a qui adhèrent quand même, ne serait-ce que… Oui. De plus en plus, parce qu'il y a la pression déjà de l'actualité, ne serait-ce que de l'actualité. C'est un thème aujourd'hui avec la Covid, avec la pandémie. Beaucoup de monde a pris conscience, tout le monde pratiquement a pris conscience de l'importance de préserver nos ressources naturelles, de ne pas déranger la nature dans son habitat, dans ses écosystèmes, de ne pas chambouler tout ça, parce que ça ne peut que nuire à la vie humaine, à la vie végétale, à la vie animale. Donc, le paysan est très sensible. Le petit paysan, les petits agriculteurs sont très sensibles à ça. Le problème qui se pose, c'est
comme dans tous les marchés, comme dans tous les secteurs, c'est le manque de moyens, hein, la faiblesse de la sensibilisation et l'information. Les petits agriculteurs, c'est 70% de l'activité agricole au Maroc. Donc, pour sensibiliser tout ce monde-là, c'est un énorme travail. Tout le monde doit s'y mettre. L'État a beaucoup fait, c'est vrai, mais nous devons prendre le relais. La société civile, le privé, les banques, les organismes publics, etc. Donc, ils y sont sensibles. Tout le monde y est sensible. Le paysan, comme tout le monde. On va tenter justement de répondre à la question. Madame Jazouli, est-ce que vous avez un mot à dire sur la question? Alors, je vous remercie tout d'abord de nous avoir invités, ainsi que tous vos invités. En ce qui nous concerne, nous, en tant que Slow Food International, en fait, on est plus, comment dirais-je, on est plus une action collective qui défend la biodiversité. En se basant sur la philosophie de la bonne alimentation, bonne, propre et juste, et aussi l'accompagnement des petits agriculteurs pour qu'ils gardent leur savoir-faire ancestral et chercher la liaison entre eux et entre le domaine scientifique afin de faire un équilibre entre le scientifique et l'ancestral. Voilà, c'est ça en fait. On encourage les petits producteurs via la publication de leurs produits qui sont par exemple en voie d'extinction dans un manuel appelé l'Arche du goût. Voilà. À travers la fiche narrative que les chefs cuisiniers utilisent lorsqu'ils utilisent l'un des produits de ces petits producteurs. Voilà, c'est ça la mission de Slow Food brièvement. Alors, concernant les contraintes de la... Oui. Mais est-ce que vous pensez que justement, est-ce qu'il y a une réelle demande ou c'est juste un effet marketing? Je parle de bio, surtout que beaucoup de petits agriculteurs, justement, ce savoir ancestral, mais on a l'impression qu'il est en train de s'estomper. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, et surtout chez la nouvelle génération. Étant donné qu'il n'y a pas d'encouragement de ces petits producteurs de garder leur production et de générer un revenu qui est un petit peu raisonnable et juste pour eux. Comme vous le savez, l'agriculture, la plupart des agriculteurs au Maroc sont des agriculteurs qui se basent sur l'agriculture vivrière. Si seulement il est vivrière, il n'assure pas d'autres aléas de la vie. C'est ça le souci, le grand souci. Mais concernant l'agroécologie, oui, c'est une pratique, comme j'ai déjà dit, c'est une pratique qui est déjà ancestrale. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on peut ajouter, c'est un petit peu de progrès technique pour faciliter des travaux pénibles aux agriculteurs. Voilà, c'est cela, à mon avis. Concernant le besoin, la population, elle a vraiment besoin de ces produits qui sont bons et propres. Et ce n'est pas du marketing. Pour moi, mais ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y a les grandes entreprises et surtout exportatrices qui utilisent seulement ce label bio pour générer des bénéfices de plus en plus au détriment des petits agriculteurs. Voilà. Mais concernant, je ne sais pas, est-ce que je peux entrer dans les défis et les contraintes oui, d'accord. De toute façon, alors, les petits agriculteurs, est-ce que, voilà, la première des choses, c'est que ce sont des contraintes liées au cahier de charge contraignant concernant la loi 39/12. Voilà. Aussi, il y a les contraintes. Je parle
surtout pour les petits producteurs. Je ne parle pas concernant les grands producteurs. Il y a aussi un problème qui est majeur, voilà, qui est celui du cadre juridique des petites parcelles héritées, parce que ça nécessite une lourde démarche à suivre pour avoir un certificat de propriété adulaire. Cela peut aller de 6 à 12 mois, voire même à 12 ans, sans pour autant parler des frais que cela va engendrer, qui est parfois le double du prix de la parcelle qui sera vendue, chose qui n'est pas normale. Aussi, cette agriculture, elle a une faible productivité et elle engendre de lourdes dépenses. Et aussi, il y a l'accès difficile au marché des produits bio. Par exemple, le producteur, oui, il va produire, il va garder ses pratiques ancestrales, mais comment va-t-il vendre sa production? Aussi, il y a l'absence d'aide pour les gens qui veulent faire la conversion, parce qu'il y a plusieurs risques. Il y a aussi la période de conversion qui peut aller de 6 semaines pour la production des volailles à 3 ans pour la production végétale. Donc, cette période-là, qui va aider ce petit producteur à faire la conversion? Et voilà. Alors, je vais laisser le soin à M. Fertas et M. Benchkroun de répondre à toutes ces interrogations. Mais avant, je cède la parole à M. Taheri, qui entend aussi que producteur peut partager son expérience et son point de vue sur le sujet. Bonjour, Madame Ouazani, bonjour tout le monde. Je premièrement remercie Économie Entreprise pour ce panel, pour cette invitation. Ce sujet qui est un sujet du présent et de l'avenir. Je pense qu'il y a c'est un sujet assez transversal. Il touche l'agriculture, il touche la santé humaine, il touche l'environnement, donc c'est un sujet d'une profonde importance. Et on est extrêmement chanceux d'avoir un plan qui vient d'être lancé par Sa Majesté le Roi, qui est le programme Génération Green 2020-2030, et qui a mis cette filière du bio comme une filière importante pour le développement de l'agriculture au Maroc. Donc, par rapport à cette filière, effectivement, nous, on est des petits producteurs dans la région de Meknès et on est surtout, je pense qu'avant de parler du bio en général, il faut d'abord définir c'est quoi le bio. Parce qu'il n'y a pas un bio, il y a plusieurs types de bio. Si on cherche d'une façon technique une agriculture biologique, d'une façon technique, même la FAO reconnaît un produit bio comme sans intrants chimiques, ça veut dire sans engrais, sans pesticides. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, la FAO ne donne pas une dimension environnementale, écologique, alors qu'elle est fondamentale, cette dimension. Donc, on peut retrouver finalement sur le marché marocain et à l'étranger et n'importe où, on peut retrouver des produits qui sont bio, mais qui viennent de grosses exploitations, qui n'ont pas forcément, ils n'intègrent pas énormément l'esprit d'une protection des ressources, que ça soit hydrique ou n'importe quoi. Donc, c'est seulement pas d'intrants chimiques, mais on va avoir une consommation en eau énorme. On peut être sur des rotations très peu fréquentes, donc ça veut dire avec une monoculture assez importante. Mais ce produit-là restera biologique. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on cherche juste un produit bio neutre ou est-ce qu'on cherche un produit qui va être bon, qui va être qualitatif pour nous, pour la santé, pour nos enfants, et aussi qui va être bon pour la nature, pour l'environnement, protection des ressources? C'est ça qu'il faut créer. Mais à côté de ça, il faut aussi sensibiliser le consommateur à ce qui est traditionnel n'est pas forcément bio et ce qui est bio n'est pas forcément traditionnel.
c'est que il y a comme une certaine malcompréhension du terme bio. C'est un terme qui a été galvaudé et qui est galvaudé un peu partout. On va dans les souks, on va dans les marchés et on parle de « Ah, ça c'est un produit Bildi, il est bio ». Tout le monde utilise le terme bio alors qu'au fond, ce n'est pas vrai. Parce que pour être bio, il faut qu'il y ait une certification bio. Donc, il faut qu'il y ait une certaine traçabilité. Et M. Fortas va sûrement en parler par rapport à quelles sont les conditions des produits qu'ils doivent détenir avant d'être déclarés produits bio. Ça, c'est fondamental. À côté de ça, il faut qu'il soit aussi qualitatif. Ce n'est pas parce qu'il est bio qu'il est bon pour la santé. On peut faire demain matin de l'huile d'olive, moi c'est mon domaine, de l'huile d'olive, si on a des olives qui sont pourries, si on a des olives qui sont piquées avec la mouche, on peut avoir une huile d'olive qui peut être bio, mais elle est impropre à la santé. Donc bio, qu'est-ce qu'un produit bio? À la base, il faut que ça soit d'abord un produit de qualité. Et ensuite, le terme biologique doit lui donner une meilleure plus-value. Mais s'il n'y a pas ce minimum qualitatif, qui malheureusement souvent fait défaut, le consommateur peut se retrouver et se retrouve souvent à acheter un produit qui peut être même des fois bio, mais aucune garantie qualitative de ça. Donc, je pense que ça, c'est assez fondamental à définir. Après, bon, à l'échelle nationale, on a un retard énorme. On a un retard énorme. On est entre 9 000, vous avez dit dans votre présentation, autour de 9 000 hectares certifiés à l'échelle nationale. Je peux vous donner juste une comparaison. En Tunisie, qui est un plus petit pays, mais qui est un pays voisin, en Tunisie, juste en olivier, ils ont 250 000 hectares qui a été certifié et qui est certifié biologique. Voyez un peu la différence. Pourquoi au Maroc, on est à peine à 9 500? Pour répondre à la question, à votre avis, vous, en tant qu'agriculteur, vous êtes en plein dedans. Comment la transition pourrait justement s'effectuer et à quel prix aussi? Parce que une culture bio ou une agriculture biologique nécessite du temps et des moyens. Donc, oui. Ce temps parce que le plus important d'après l'échange, d'après l'intervention de Mme Jbali, de Mme Jazouli, c'est un changement qui doit s'opérer et c'est un changement de culture et de mœurs aussi qui est très important. Un petit agriculteur a certes besoin de renforcer sa productivité, mais pour faire dans la qualité, comme vous avez dit, du bio dans la qualité, c'est tout un process à suivre. Et c'est un processus qui est long, qui est assez long. Alors, qui paiera justement le prix de ce changement? Je suis d'accord avec vous, mais il faut surtout aussi revenir à la base. Pour faire de l'agriculture biologique, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'agriculture biologique que de l'agriculture conventionnelle. Il faut rester avec cette idée-là et il faut prendre cette idée-là comme un dogme. C'est plus compliqué de faire une agriculture biologique qu'une agriculture conventionnelle. Pourquoi? Parce que quand je fais mon suivi de verger, d'arbres, ce n'est pas seulement une façon de je n'utilise pas de produits chimiques, donc c'est bio. Non, je suis confronté à des insectes volants, à des champignons. Pour l'olivier, il y a l'œil de pont. Donc, je dois être entomologiste, je dois être biologiste, je dois être quelqu'un qui reconnaît les mauvaises herbes. Donc, je dois reconnaître la fertilisation, comment je peux la faire autrement. Donc, je dois travailler sur toutes ces dimensions de l'agriculture pour que mon arbre soit en santé et qu'il puisse donner des beaux fruits. Contrairement à ce qui se passe grosso modo actuellement, c'est que souvent, on va aller au niveau des petits producteurs, ils disent « Ah, moi j'ai une parcelle d'olivier, je ne la traite pas », mais ils ne la traitent pas, ils ne la taillent pas, c'est des arbres qui sont vieux, c'est des arbres qui sont malades. Là, on se rapproche beaucoup plus à du spontané ou pratiquement à du sauvage. Ce n'est pas forcément une agriculture qui est… vous voyez un peu ce que je veux dire, il faut avoir une connaissance de sa parcelle qui est multidimensionnelle avant de faire ça. Après,
Après, et je laisserai la parole aux autres intervenants, c'est qu'il faut rester avec l'idée. Moi, j'ai fait ma formation en agronomie au Canada et c'est un pays qui est assez important en termes d'agriculture biologique. L'agriculture biologique en général est une agriculture majoritairement et plus facile dans des climats froids. Nous, au Maroc, avec un climat assez chaud et humide, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'agriculture biologique, mais ce n'est pas impossible, il faut le faire. Et il faut le faire surtout avec des plantes qu'on peut conduire selon ce mode. Et il y a des plantes, il y a des familles de plantes comme l'olivier, comme le kharroub, comme le figuier et d'autres plantes à ce moment-là, maraîchage, mais à plus petite dimension. On peut les mener en biologique, mais il ne faut pas dire qu'on va demain matin avoir des milliers et des milliers de diversifications de produits qui peuvent être conduites au Maroc à l'échelle en biologique. Avec l'humidité et la chaleur qu'on a, ça risque d'être assez compliqué. Monsieur Forta, si vous voulez bien prendre la parole et donner votre point de vue sur la question et répondre aussi répondre aux interrogations posées au départ. D'accord, donc merci pour votre invitation. Je vais commencer par une petite définition partie réglementaire de l'agriculture biologique. Alors, l'agriculture biologique, c'est le respect d'un cahier de charge. Donc, ce n'est pas juste la non-utilisation des produits chimiques, mais c'est le respect d'un ensemble des points, des exigences, dans des cahiers de charges différents. Donc, si vous voulez être conforme et vendre le produit au niveau national, tu dois être conforme selon la loi 3912, donc qui exige un ensemble des critères. Donc, en commençant par le choix, les semences doivent être biologiques, le travail du sol, le traitement, la rotation, donc un ensemble des exigences. Et si vous voulez être certifié ou exporter les produits en Europe, tu dois être conforme selon une réglementation européenne 834. Donc, selon le pays de destination, tu dois être conforme selon le cahier de charge. Concernant les petits agriculteurs et concernant le marché du bio à l'échelle internationale, donc je vous informe que le marché international, il est en développement chaque année, donc entre 10% à 20%. Donc, le marché, il est demandeur et c'est une opportunité pour les petits agriculteurs, surtout les petits agriculteurs qui n'utilisent pas des produits chimiques, qui sont dans l'agroécologie ou bien qui sont dans les oasis et les montagnes, qui n'utilisent pas des intrants. Donc, c'est facile de convertir vers le bio. Il faut juste les accompagner et les sensibiliser concernant la réglementation et pour convaincre. Comment Alors, concrètement, comment les accompagner et comment les sensibiliser? Alors, le type de culture de ces petits agriculteurs, il est à peu près, donc en majorité, il est conforme aux agricultures biologiques. Il n'utilise pas d'intrants. Donc, il faut juste la traçabilité. Il faut instaurer un système de traçabilité adaptable et convenable au mode de culture de ces agriculteurs-là. Donc, il faut des formations, des sensibilisations sur la réglementation et sur les points communs entre le mode de culture de ces petits agriculteurs, soit dans l'agroécologie ou bien slow food, ou bien les petits agriculteurs qui n'utilisent pas d'intrants par principe et par conviction. Donc, il faut étudier la compatibilité entre son mode de culture et la réglementation de l'agriculture biologique. Et il faut les convaincre, il faut expliquer le point commun entre le type de culture traditionnelle ou bien beldi ou bien sans intrants et la réglementation et quelle est la différence. Donc, la différence, c'est principalement dans la traçabilité. Donc, il faut instaurer un système de traçabilité, un système d'enregistrement au niveau de ces petits agriculteurs. Je reviens vers la certification pour expliquer un petit peu, pour répondre à la question, est-ce que la certification est un obstacle? Donc, la certification, principalement, c'est l'évaluation du système de production. Est-ce qu'il est conforme aux réglementations ou pas? Donc, c'est une évaluation. Est-ce qu'elle est conforme au système de production biologique ou il n'est pas conforme?
Et pour le moment, le coût de certification, il est subventionné par l'État, donc ce n'est pas un obstacle, le coût de certification. Alors, dans cette optique, justement, il y a une question qui a été posée de la part de M. Driss Krafes, qui est un participant. Est-ce que le gouvernement a-t-il des subventions ou envisage-t-il de subventionner les agriculteurs souhaitant passer en conversion bio, car la conversion prend minimum 3 ans, et pendant ces 3 ans, il y a une baisse considérable de la marge d'exploitation, voire des pertes. Y a-t-il ou y aura-t-il des subventions spécifiques aux agriculteurs, sachant qu'ils ne sont pas éligibles? Ça, c'est une autre question, mais si on garde le premier volet, c'est une question très importante que d'ailleurs j'allais aborder. C'est justement ce temps pour de passation, on va dire, ou le temps de passage d'une culture conventionnelle bio qui prend, comme cité dans la question, près de 3 ans. C'est des frais quand même engendrés. C'est un repos biologique, si vous voulez, pour semer des semences propres. Qui assurera ce prix? Est-ce qu'il y a la question justement du participant, c'est que comment est-ce qu'il y a des subventions justement pour couvrir cette période de transition, ou cette période transitoire? Dans la période de conversion vers l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, il y a des charges supplémentaires. Parmi les charges supplémentaires pour le moment, c'est le coût de certification. Et les semences qui sont biologiques, il faut trouver des semences biologiques, et le coût de certification. Concernant le coût de certification, pour le moment, il est subventionné par l'État. Donc, à hauteur de combien? Est-ce que c'est la totalité? Pour les petits agriculteurs moins que 5 hectares, la subvention, c'est jusqu'à 90% du coût de certification total. Pour les agriculteurs qui ont plus que 5 hectares, la subvention jusqu'à 70% du coût de certification. Il y a un plafond de subvention. Donc, le coût de certification pour le moment, pour les petits agriculteurs moins que 5 hectares, ce n'est pas un obstacle parce qu'il est subventionné à 90%. Pour les autres intrants, selon la culture. Donc, lorsqu'on parle des cultures moins exigeantes, genre plantes aromatiques et médicinales, ou bien, entre parenthèses, olivier, figuier, kharrob, et la différence entre l'agriculture biologique et conventionnelle, il n'y a pas beaucoup d'intrants à ajouter. Donc, c'est facile à convertir. Par contre, lorsqu'on parle de la tomate, qui a plus que 30 intrants, donc c'est difficile de convaincre un producteur de tomates de se convertir. Donc, il y a toute une différence, une marge importante. Mais si au Maroc, on commence par ces cultures qui sont moins exigeantes, faciles à convertir, déjà, il faut commencer par ces types de cultures pour avoir de la certification facilement et pour ne pas avoir une différence dans les charges et les intrants aussi, l'achat des intrants. D'accord. Mais on revient toujours à la subvention, j'insiste sur la question. En cas de conversion, comme vous avez évoqué, c'est une période où la terre doit se reposer. Est-ce qu'il y a dans la subvention, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il paiera le prix? Un agriculteur, un petit agriculteur, est-ce qu'il peut se permettre de laisser son terrain sans le cultiver, laisser son terrain pendant 3 ans, par exemple? C'est comme a dit Madame Jazouli tout à l'heure, c'est des viviers, ils vivent de cette culture. Donc, comment il peut laisser son terrain et qui va payer les frais? Alors, si je peux intervenir, s'il vous plaît, je reviens sur ce qu'a dit M. Badr. Il n'y a pas que pour passer au bio, les coûts, il n'y a pas que le coût de la certification et le coût des intrants. À la limite, pour moi, je parle par rapport aux petits paysans, qui est plus mon domaine. C'est le sujet d'ailleurs. Voilà, la certification et les intrants, à la limite, pour moi, c'est marginal, à la limite. Parce qu'il y a un énorme travail de sensibilisation, de formation à faire. Mais il n'y a pas que ça. Le bio, pour le petit paysan, c'est vrai qu'il est réticent par rapport au coût, pas que de la certification de l'intrant, ça c'est beaucoup plus tard. Et par exemple, pour la conversion, comme vous l'avez dit, il y a un temps de repos. Le sol est tellement dégradé, on ne peut pas sauter du jour au lendemain à la certification et au bio. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord laisser reposer le sol. Des fois, ça prend 2-3 ans, etc. Donc, imaginez un paysan on lui dit, non, tu arrêtes, tu ne fais rien du tout, tu attends que ton sol il se réalimente en ressources organiques, vitales, etc.
Donc, nous, ce qu'on lui conseille, le démarrage, c'est quoi? C'est pour ça que on parlait de la subvention à la conversion. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ce maillon de la chaîne, il est très important. Ce maillon de la chaîne, il consiste à dire aux paysans, tu ne vas pas passer du jour au lendemain au bio, ce n'est pas possible. Tu vas prendre une petite parcelle dans ta ferme et tu vas la dédier au bio. Parce qu'il faut avancer par la démonstration. Il faut le convaincre et par la démonstration. On doit lui démontrer que sa parcelle bio, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais quand il va arriver en bout de chaîne, quand il va pouvoir semer, certifier, planter des arbres, etc., pour avoir des fruits bio, etc., et pour pouvoir les vendre, il sera convaincu. À ce moment-là, il va développer, il va étendre sa parcelle, il va la multiplier. Donc, c'est un travail de démonstration. Je voulais parler aussi du thème de l'économie. Quand on forme les paysans, ils nous disent, mais bon, tu me formes pour arriver au bio, etc., c'est très bien. Mais après, qu'est-ce que je gagne, moi, là-dedans? Je vais gagner quoi? C'est vrai qu'il entend parler des légumes qui se vendent 3 fois plus cher que les légumes du conventionnel, etc., qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Ils fantasment. Il y a le problème donc l'économie vient par l'organisation des circuits de distribution. Ce qui manque, on a le producteur, qui peut être petit paysan, moyen, gros opérateur, etc., mais en face, il faut mettre le marché qui correspond. S'il ne peut pas écouler ses produits, s'il ne peut pas les vendre, il est démoralisé dès le début et il ne va pas marcher dans le système, il ne va pas rentrer dans le système. Donc, l'organisation des circuits de distribution et la commercialisation, c'est devenu indispensable. Et l'État doit aussi s'investir là-dedans, parce que nous, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, former le producteur, le petit paysan, subventionner cette fameuse conversion qui prend du temps et arriver à un marché qui se tient debout et un circuit de distribution qui peut lui assurer la rentabilité de sa production, de ce qu'il produit. Bien sûr, on va me dire, ouais, mais il ne peut pas attendre aussi longtemps, les marchés ne sont pas encore… Mais c'est sûr, en France, le bio, il commence à se développer, plus ou moins, les circuits courts, etc. Mais ça a pris des décennies, des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il y a du temps. Il faut donner du temps aux choses pour arriver à installer et à donner la bonne direction au bio. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire prendre la bonne direction au bio dans notre pays. Et pas aller dans tous les sens. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les gros opérateurs exportateurs. Tant mieux, heureusement qu'ils sont là, hein, pourquoi pas. Il y a de la place pour tout le monde. Ils dynamisent l'économie, il y a de la valeur ajoutée pour la rentabilité, etc. Il y a les moyens et il y a les petits. Et les petits, ils peuvent y arriver, mais il faudra du temps. Donc, sensibiliser le petit paysan, subventionner la conversion et organiser les marchés pour l'écoulement. Voilà. En parlant de moyens et de financement, je cède la parole à M. Benchkroun du Crédit Agricole qui accompagne justement les petits agriculteurs. Et si vous pouvez donner votre point de vue sur la question et aussi montrer la part de cette filière bio dans votre métier. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, bonjour à tous. Moi, je voudrais juste revenir sur un petit point de détail par rapport à la transition de culture conventionnelle à culture biologique. Il n'est pas obligatoire de ne pas cultiver la parcelle. Je pense qu'il faut adopter les techniques de culture. Enfin, si Badr, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que l'agriculteur peut continuer à produire, mais il doit adopter ces techniques pour évoluer vers une culture biologique. Exactement. Dans la période de conversion, il faut produire en conformité au mode de production biologique. Exactement, et ça fait un entraînement pour, entre guillemets, un entraînement pour l'agriculteur et savoir à quoi il s'attend. Donc, nous, par rapport en tant qu'organisme de financement et comme acteurs et contributeurs au développement du monde rural et de l'agriculture de manière générale, on a développé depuis quelques années des solutions de financement pour accompagner la filière biologique. Et pour l'instant, ce mécanisme de financement, il porte sur des crédits d'investissement et de fonctionnement qui permettent de couvrir le coût de certification à 100% pour le crédit de fonctionnement de manière annuelle. Et qui, en fait, pour le crédit d'investissement, c'est un crédit qui porte sur une durée maximale pouvant aller jusqu'à 12 ans, avec un différé qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, l'agriculteur a le temps de se convertir en bio
et avant de commencer à rembourser. Par ailleurs, par rapport à la problématique des charges qui sont, on va dire, plus importantes pendant une certaine période, on a aussi revu nos normes de financement par rapport à certaines cultures. On les a revues à la hausse pour pouvoir permettre à l'agriculteur de financer sa transition, on va dire. Voilà globalement. Donc, depuis voilà. la mise en place de ce dispositif de financement, justement, vous avez approximativement le nombre de petits agriculteurs qui ont pu en bénéficier? Non, juste pas à pour ma disposition. avoir une idée et se situer un petit peu. Non, malheureusement, non. Non, je n'ai pas la donnée. D'autres produits sont amenés à voir le jour. C'est-à-dire, quel est l'intérêt que vous portez pour cette filière? D'autres produits enfin, ont déjà vu le jour, mais dans un cadre plus général, dans le cadre du déploiement de la stratégie Génération Green. Donc, en collaboration avec le ministère, nous avons développé des produits spécifiques pour l'instant aux jeunes pour répondre à l'axe développement, développement et pérennité, à l'axe surtout développement. C'est ce produit, en fait, c'est un produit qui permet de combiner financement bancaire et incitation de l'État, parce que, bon, pour l'axe jeune, il va y avoir des incitations spécifiques. Et le financement sera délivré à des conditions très particulières. Il rentre dans le cadre plus général qui est enfin, le cadre plus général du programme Ostasme El Karawi qui a été lancé par Sa Majesté l'année dernière. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et par rapport à l'accompagnement, est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement Tout à fait. agriculteurs? Tout à fait. Donc, en fait, pour être plus clair par rapport aux deux produits, donc il s'agit par rapport au produit qui est destiné aux jeunes, il s'agit du produit CAM Génération Green Jeune. Donc, il combine, comme je vous ai dit, crédit bancaire, subvention classique, incitation. Il y a l'appui technique aussi, et l'appui technique qui est réalisé par les structures du ministère et par la banque aussi. L'objectif étant de pouvoir accompagner ces agriculteurs du moment où l'idée émane jusqu'à la mise en place et l'arrivée à la production et la commercialisation de leur production. D'accord. Merci, M. Benchikroun. Monsieur Farta, je vous redonne la parole. Tout à l'heure, vous n'êtes pas allé au bout de vos pensées. S'il vous plaît, éclairez-nous davantage sur la certification et la subvention depuis qu'elle a été mise en place il y a peu de temps. Est-ce que des petits agriculteurs ont porté un intérêt et comment expliquer cette tendance? Comment vous l'évaluez surtout? Alors, concernant la période de conversion, je reviens vers la période de conversion. La période de conversion, c'est une période dans laquelle l'agriculteur convertit le mode de production d'un mode de production conventionnel à un mode de production biologique. Donc, il doit adopter des techniques qui sont autorisées en agriculture biologique. Donc, ce n'est pas obligatoire de laisser le terrain nu, mais il doit produire en conformité avec la réglementation en vigueur. Donc, la certification, ce sont des visites d'inspection effectuées par des auditeurs et des inspecteurs qui sont qualifiés pour évaluer la conformité des agriculteurs vis-à-vis d'un cahier de charge. Donc, il y a deux types de visites. La première visite, c'est la visite en phase initiale pour évaluer l'existant chez l'agriculteur et la conformité de l'existant et instaurer un système de traçabilité et livrer les cahiers de culture et tout ça. Il y a des visites de surveillance. Les visites de surveillance, c'est pour évaluer le maintien de la conformité de ces agriculteurs-là. Donc, il faut voir la certification comme une visite d'un expert, d'un ingénieur agronome expert qui va évaluer, qui va expliquer aux agriculteurs la réglementation. Donc, ce n'est pas juste le contrôle, et ce n'est pas comme un policier, mais c'est un expert qui a de l'expérience, c'est un expert dans le domaine de l'agriculture biologique. C'est une opportunité
pour les agriculteurs pour poser des questions, pour avoir des informations concernant la réglementation. Donc, il faut bien clarifier ça aux petits agriculteurs. Aussi, concernant la certification, c'est pas une étape c'est une étape bloquante. Par contre, c'est une étape essentielle qui a pour objectif la livraison d'une attestation qui atteste le mode de culture d'un agriculteur. Donc, qui va aider l'agriculteur pour convaincre le consommateur de son mode de production qui est conforme et justifier la déclaration de conformité. Donc, tous les agriculteurs, ils font des déclarations de conformité sur produits. Donc, j'ai un produit bio. Il faut justifier cette déclaration de conformité par une attestation délivrée par un organisme de contrôle et de certification. Donc, c'est un outil de marketing et de communication des agriculteurs. Donc, j'aimerais bien clarifier ça. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un label pour prétendre au bio? Alors, concernant l'agriculture biologique, la déclaration de conformité, c'est obligatoire. Donc, lorsqu'on parle d'un produit biologique, le produit biologique doit être conforme, doit y avoir des logos. Pour le marché local, il doit y avoir un logo Bio Maroc. Donc, un produit sans logo, ce n'est pas conforme. Donc, logo et des déclarations de conformité, c'est le numéro de certificat de conformité, le nom de l'organisme de certification, le code de l'opérateur. Tout ça, on appelle les déclarations de conformité sur un produit biologique. Un produit qui ne contient pas ces déclarations de conformité, donc ce n'est pas conforme aux réglementations en vigueur. Mademoiselle. Remarqué depuis... Ah, pardon, allez-y, M. Taheri. Je voulais peut-être intervenir par rapport à un sujet qui est tourné, qui a passé tout à l'heure, et je voudrais quand même intervenir par rapport à une éventuelle baisse de productivité dans une phase de transition. Écoutez, ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est du cas par cas. Donc, c'est une situation qui va se vivre au niveau de chaque parcelle. Nous, chez nous, avec nos oliviers, on n'a absolument vu aucune, mais alors là, aucune baisse de productivité par rapport dans cette phase de transition jusqu'à la certification. Donc, c'est assez, ça va être beaucoup plus du cas par cas. Deuxième chose, je pense, et au niveau du chat, j'ai vu passer cette information, effectivement, pour le petit agriculteur, il a besoin de soutien, de support, de conseils, d'orientation. Je pense que une des personnes les plus à même de lui amener ce support, ce sont les professionnels au niveau de l'ONCA, donc l'Office national du conseil agricole, qui pourraient être un peu plus formés au niveau de toutes ces étapes-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont déjà beaucoup, mais qui pourraient à ce moment-là amener le producteur à cette connaissance de l'agriculture, de qu'est-ce qu'une bonne agriculture biologique. Ce n'est pas seulement ne pas utiliser un produit chimique, etc., mais l'amener aussi vers la qualité. Et c'est là où j'ai envie d'ouvrir une petite porte, c'est que l'agriculture biologique, tout le monde peut la faire, effectivement. Il y a les tout petits producteurs, les moyens, les grandes. Mais par contre, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, si on veut parler. Ça veut dire il faut que ça soit que le producteur ou n'importe quelle personne qui va le faire, il faut qu'il y ait pourquoi je vais faire l'agriculture. Donc, il faut que je sois mieux que dans le conventionnel. Donc, si le bien-être de ma terre, de mon sol n'est pas forcément suffisant, il faut que ça soit au niveau de ma poche. Donc, il faut savoir pourquoi on fait l'agriculture biologique. Et l'agriculteur normal, il a besoin de ça. Et c'est là où est-ce que je parle, là on a besoin de voir le concept de la taille critique. Il faut avoir une taille critique au niveau des parcelles qui pourrait être commercialement intéressante pour que le producteur puisse avoir un retour sur investissement de son produit. Je m'explique. La plupart des producteurs petits au Maroc, grosso modo, ils ont ce qu'on appelle une agriculture vivrière. Donc, dans leur champ peut-être d'olivier, en dessous, ou bien dans leur champ de palmier, en dessous, ils vont faire un petit peu de maraîchage, un petit peu de céréales. Donc, on a plusieurs cultures dans un même espace.
ils vont penser que l'olivier, ils ne vont pas le traiter, d'accord, c'est plus facile à mener, mais s'ils ont leur céréales, ils vont vouloir le fertiliser. Et là, on est sur un même espace où on a deux cultures, dans une agriculture vivrière, deux cultures qui sont pas forcément, qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc, il y a un côté où un m'interdit de faire biologique que l'autre. Ou je mène les deux d'une même façon de conduire l'agriculture, ça veut dire le mode de conduite biologique, ou non. Et donc, parce qu'il faut respecter des distances entre des parcelles qui peuvent être certifiées et d'autres qui ne le sont pas. À l'intérieur d'une même ferme, on peut avoir des zones qui peuvent être certifiées, mais il faut respecter des délais et des distances de 10 à 15, 20 mètres avec des cultures qui, elles, ne le sont pas. Et c'est ce qu'on appelle les effets de bordure. Donc, on est obligé de le faire. Donc, il faut quand même respecter des tailles critiques. Après, pour que ça puisse être commercialisable, effectivement, si un petit producteur il n'arrive pas à le commercialiser et commercialiser sa tomate un peu plus cher, effectivement, pour lui, ça peut résonner, dire, ben, finalement, je fais tout ça pour rien. Donc, l'aspect pécunier, l'argent, l'aspect rentabilité argent ne doit pas être la seule et ne peut pas être la seule motivation de cet agriculteur pour faire du biologique. Il faudrait que ça soit beaucoup plus profond et je pense que la sensibilisation de ce producteur. Et après, il y a l'aspect commercialisation, mais au niveau, il faut créer des espaces d'échange, des espaces de commercialisation. Il faut qu'il y ait des zones de commercialisation. Il y a des structures de vente qui sont là et qu'il va falloir établir des partenariats avec eux pour qu'on puisse vendre ces produits. Et ça, c'est clair que la distribution et la commercialisation est un maillon. Et ça aurait été bien qu'il y ait des gens qui soient avec nous au niveau de ce panel. À l'échelle nationale, comment peut-on créer une économie exportatrice? À mon avis, à l'échelle nationale, une économie exportatrice de producteurs bio, elle risque d'être beaucoup plus compliquée à établir avec des petits producteurs parce qu'on parle toujours de cette taille critique. Il faut qu'elle soit là. Donc, c'est vraiment une question de structuration, regroupement mutualisé. Donc, ça veut dire, si on exporte, il va falloir avoir des stations de conditionnement qui soient certifiées, des stations de conditionnement qui doivent fonctionner en une année complète et non pas par période. Donc, ça veut dire plusieurs produits. C'est pas si facile à faire. C'est pas impossible. Je pense qu'à mon avis, actuellement, le Maroc, il a mieux à faire à aller vers des cultures, des types de cultures qui sont beaucoup plus faciles à mener en grande culture et en grande superficie, comme le figuier, le caroubier, l'olivier, qui pourraient à ce moment-là, je pense, fédérer des superficies assez grandes, les certifier et pourquoi pas à ce moment-là avoir une force par rapport à l'exportation. Pour ce que les autres… D'ailleurs, juste une petite correction par rapport à l'introduction, la certification au niveau des plantes, ce qu'on appelle spontanées, à l'échelle nationale, on est aux alentours de 200 000 hectares qui sont certifiés dans le spontané, ça veut dire les plantes les aromatiques et médicinales, et bien sûr, il y a l'arganier. Donc, ce sont des superficies qui sont intéressantes. On n'est pas limité aux superficies qu'on avait dit au début. Madame Jazoli. Alors, j'ai voulu juste ajouter que concernant la période de conversion selon le chapitre 2 de la loi 39-12, c'est qu'il est de 2 ans au moins avant le semis pour les cultures annuelles, les cultures fourragères pérennes et les cultures pérennes autres que le fourrager, et de 3 ans au moins pour les plantations arboricoles. Aussi, j'aimerais bien ajouter de le chapitre 3 que les registres que les producteurs doivent avoir, elles doivent être mises à jour et conservées au sein de l'unité de production concernée pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de leur établissement. Ma question, c'est que, étant donné que la majorité des petits producteurs sont illettrés,
Alors, comment va-t-on les encourager à garder ou bien faire une traçabilité avec des registres et tout cela? À mon avis, donc, le système de traçabilité actuel, il est basé sur l'écriture. On peut penser, pourquoi pas, pour rendre le système de traçabilité plus facile, à intégrer des images dans des formulaires destinés aux agriculteurs illettrés et des formulaires prêts à remplir, faciles, avec seulement on coche. Voilà, et avec l'image et des cases à cocher, ça sera plus facile pour ces petits agriculteurs pour qu'on puisse les intégrer. Ça, d'une part. D'autre part, nous aimerions bien que les conseillers agricoles de l'ONCA puissent être plus formés dans le bio et l'agroécologie pour qu'ils puissent accompagner les petits producteurs. Aussi, l'aide aux agriculteurs en amont et en aval de la conversion par les institutions concernées, mais aussi via des partenariats publics, privés ou des partenariats avec des fondations nationales, internationales. Je pense que toutes les portes sont ouvertes, voilà, pour qu'on puisse… Vous pensez là que depuis que la subvention est mise en place, vous pensez que là, ça, quand même, ça enlève un gros fardeau on peut dire un petit fardeau pour les petits producteurs parce que, comme j'ai dit, c'est question de réglementation de leur parcelle. On a ce souci. C'est ça où les administrations doivent travailler le plus. Aussi, ce que j'aimerais attirer l'attention concernant ceux qui veulent faire le bio sans prendre en considération la biodiversité et l'environnement en totalité, ça sera catastrophique à l'avenir. On aura la même chose avec l'agriculture conventionnelle. Je vais m'expliquer et donner un exemple concret. Par exemple, dans les Ouadrmet, il y avait la culture de la verveine. C'était une zone qui est très connue par cette culture-là, et à tel point que les producteurs sont devenus vraiment très riches via cette culture. Mais en utilisant l'agriculture, à partir de leur utilisation de l'agriculture intensive, qu'est-ce qu'on a observé après? C'est qu'il y a eu une dégradation du sol, et maintenant, même si vous voulez faire planter la verveine dans ces sols-là, le sol n'accepte plus cette culture-là. Donc, ils sont devenus, comment dirais-je, ce sont des parcelles qui sont devenues maintenant délaissées et sans culture. Et voilà le résultat de cette culture-là, sans prendre en considération notre environnement, la flore et la faune et tout cela. Voilà, c'est ça mon intervention. D'accord. Vous pensez que le ministère du tutelle devrait davantage accorder plus d'importance? D'accord. Madame Jbali, est-ce que vous avez un mot à dire? Alors, moi, je voulais dire que j'étais entièrement d'accord avec Madame Jazouli sur la traçabilité. Alors, parce que Madame Jazouli et moi, on vient de l'associatif. Donc, forcément, on met le projecteur de l'associatif. On est sur le terrain, on va dans les endroits les plus reculés et on a affaire à ce qu'on appelle, depuis tout à l'heure, on parle du petit paysan. Déjà, il faut définir un petit paysan. Et il faut le relier au problème de la pauvreté dans le rural, de l'extrême pauvreté dans le rural, d'une partie de la cible. Le petit paysan, là, ce n'est pas qu'un petit paysan et de plusieurs dimensions. Donc, nous, on a affaire surtout aux petits paysans, avec la pauvreté en bout de chaîne. Et il va faire de l'autoconsommation, il va produire pour se nourrir déjà lui-même. Donc, on lui recommande l'agroécologie pour une alimentation saine. Et le surplus, il essaie de le vendre. Donc, ça, c'est un cas de figure à part. Pour le point sur les formateurs de l'ONCA, alors, il ne faut pas oublier que l'enseignement au Maroc, l'enseignement agricole, c'est toujours l'agriculture intensive, l'agriculture conventionnelle. Et déjà, pour faire basculer les enseignants, ou l'enseignement le faire basculer et évoluer vers
ressources naturelles, le bio, l'agroécologie. Déjà, ça demande des années de travail. Donc, les formateurs IONTAC, c'est vrai qu'il y en a c'est vrai, il y en a qui ont été formés, qui sont très sensibles à la cause, etc. Mais les intermédiaires entre le petit paysan et le bio, ils vont le convaincre. Déjà, il faut investir dans leur formation et l'amélioration de leur formation. Pour en revenir au crédit agricole, donc moi je voulais rappeler juste le rôle historique du crédit agricole. Il nous a aidé à former au Maroc les premiers animateurs en agroécologie. Il y a eu 3 promotions, environ une quarantaine ou une cinquantaine d'animateurs agroécologiques. Il y a déjà une dizaine ou une douzaine d'années. Donc déjà, c'est une banque qui était très, très sensible à cette thématique depuis toujours. D'ailleurs, je voulais remercier le Crédit Agricole pour ça. La banque, quand on fait appel à une banque, quand on parle à une banque, il ne faut pas oublier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paysan, bon, il s'adresse aux jeunes, effectivement, la jeunesse du rural pour éviter l'exode et pour neutraliser et ralentir l'exode. Qui dit banque veut dire entrepreneur, forcément. Alors, est-ce que vous imaginez que le petit paysan, du jour au lendemain, il va aller taper à la porte de la banque? Déjà, ils sont méfiants par rapport aux banques de façon générale. Et il va aller taper à la porte de la banque pour dire donne-moi un crédit, un financement, dans 5 ans, je vais commencer à rembourser, etc. Moi, je suis d'accord, c'est bien ce que fait le Crédit Agricole pour les jeunes, mais ça veut dire que dans leur tête, ça veut dire qu'ils visent à former une génération de micro-jeunes. Ils doivent organiser des caravanes, aller directement dans les villages, etc., faire beaucoup plus d'efforts en communication. Quand on parle du petit paysan, quand on les relie aux les gros opérateurs exportateurs, opérateurs bio qui sont tournés vers le marché de l'export et qui travaillent très bien, qui exportent de bons produits, etc. Il faut appel à qui? À une main-d'œuvre, forcément, de paysans qui se transforment, qui transforment une partie de la paysannerie de notre pays en ouvrier agricole. Et le paysan devient ouvrier, puisqu'il va travailler dans les stations de conditionnement, dans les stations de transformation, etc. Donc, ce point-là aussi est à méditer. Est-ce que jusqu'où peut-on aller avec les gros exportateurs qui utilisent, tant mieux, parce qu'ils rapportent de la valeur ajoutée, ils réinjectent de l'argent dans notre économie, etc., tant mieux. Mais je voulais juste souligner ce point sur lequel on est tombé. Une partie des petits paysans, pour survivre, vont travailler, surtout les femmes, alors surtout la main-d'œuvre de femmes ouvrières agricoles. Elles se transforment donc en ouvrières agricoles au lieu de rester dans leur ferme, petite ferme, etc. Voilà, c'est les points que je voulais souligner. Merci. Monsieur Benchtron, j'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose. Non, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Madame Jbali par rapport au petit paysan qui est réticent à venir au niveau de la banque. En fait, notre banque, à travers le CERCAM, le Centre d'études et de recherche du Crédit Agricole, organise de nombreuses sessions d'éducation financière afin de dédiaboliser la banque par rapport au monde rural, ce qui leur permet petit à petit de comprendre notre rôle et de demander éventuellement des financements aux besoins. D'accord. Monsieur Taheri, tout à l'heure, vous avez évoqué un point qui est très important. Avant qu'on démarre notre conférence, c'était la dynamique à l'avant et à l'amont et à l'aval. Et la création du regroupement national. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Et est-ce que ça pourrait justement apporter à une économie exportatrice ou même nationale? Oui, bonjour. C'est ça, effectivement. C'est qu'actuellement, le Maroc et cette filière vit un dynamisme assez intéressant et assez fort. On est en train cette filière, que ce soit au niveau de l'aval ou de l'amont, est en train de se regrouper, de s'unir pour créer des plateformes d'échange et avoir une vision unique pour le développement et le bien de cette filière. Donc, effectivement, comme tout le monde sait, c'est que depuis la fin du mois de l'année 2020, donc, il y a eu la suspension de la reconnaissance de l'ancienne FIMABio qui était reconnue
comme l'interprofession du biologique. Donc, cette association n'est plus reconnue comme interprofession, donc comme représentative du secteur. Actuellement, il y a une dynamique qui se crée au niveau des régions pour fédérer les producteurs à l'échelle des régions de ce qui est production végétale. Donc, il y a 6 régions au Maroc qui sont, où l'agriculture biologique existe. Sur ces 6 régions, il y en a 4 déjà où il y a eu des associations régionales qui ont été élues et qui ont été créées. Ensuite, il va y avoir une fédération de ces associations pour représenter ce qu'on appelle le collège national de la production de l'amont biologique. À côté de ça, et en parallèle, actuellement, il y a une bonne dynamique aussi qui se crée à l'échelle nationale cette fois-ci, non pas à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale. Il y a une dynamique qui se crée et qui regroupe les gens qui sont au niveau de l'aval de la production biologique. Donc, ça veut dire les distributeurs, les transformateurs et les exportateurs. Il y a une bonne dynamique qui se crée. Il y a une très bonne réponse des opérateurs pour ce regroupement et pour ce mouvement, parce que vraiment, on est vraiment dans un mouvement assez de création. Donc, l'amont est en train de se créer au niveau des régions et pour se fédérer à l'échelle nationale. L'aval est en train de se créer à l'échelle nationale et plus tard, on attend à ce qu'il étend des antennes à l'échelle régionale. Et ces 2 collèges formeront, on l'espère, et représenteront cette filière auprès du ministère de tutelle et travailleront maintenant pour avancer avec cette filière qui est au centre, qui est parmi les filières phares du plan Génération Green 2020-2030. Et c'est une filière qui a beaucoup de potentiel. Il faut, à mon avis, juste dépenser de l'énergie et focaliser l'énergie là où est-ce qu'on va avoir des résultats. On peut se disperser et on peut aller en essayant de couvrir toutes les agricultures, et à ce moment-là, ça va diffuser et dilapider un petit peu les énergies. Et je pense qu'il faudrait focaliser, avancer vite, mais avancer avec peut-être des régions phares, des cultures et phares, et bien sûr des structures qui se tiennent. Donc je pense qu'on est la filière est en train de ce qu'elle vit, et c'est une très très belle dynamique, et ce n'est que porteur d'espoir pour les prochaines années. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 6 régions où la culture bio est… Où elle est importante, exactement, où elle est importante. Et je reviens avec, malgré tout, permettez-moi de revenir là-dessus, c'est qu'il faut revenir à l'agriculture biologique. Ce n'est pas que pour l'export, ce n'est pas qu'un produit sans pesticides, il faut avoir cette vision qualitative. Je sais que les personnels de l'ANCA sont très sensibles à ça. Je pense qu'ils pourraient l'être un petit peu plus, mais ils le sont déjà. Actuellement, ils travaillent sur favoriser ce qu'on appelle le semi-direct au niveau de certaines cultures. C'est une part, c'est une mode de conduite de certaines pratiques qui sont écologiques. Donc, il faut créer il faut favoriser l'idéologie de ce qui est écologique pour le bien-être de notre environnement, pour la protection de nos ressources. Il ne faut pas que cette vision et cet objectif ultime, qu'on le perde dans l'esprit, c'est que le bio doit quand même et toujours être accompagné de l'aspect écologique, protection des ressources. Et si on parle commercialisation, c'est fondamental. Donc, on a besoin de marchés de proximité, de marchés réguliers qui sont rémunérateurs pour le petit producteur et pour le moyen. Il ne faut pas penser que les grands ils gagnent. Les exportateurs en grand, ils sont devant un marché mondial qui est extrêmement compétitif.
Donc, au contraire, il faut travailler avec l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient petits, moyens ou grands, pour le développement de cette filière. D'accord. Donc, si vous me permettez, pardon. Si vous le permettez, il y a une question de Rachid Mrabet, un participant. Quelles sont les voies de renforcement des capacités et conseils agricoles en agriculture biologique, aussi bien pour les petits agriculteurs ainsi que les techniciens et conseillers? Qui voudrait bien répondre à la question? Vous pouvez la répéter? Monsieur Benchkron, peut-être. Quelles sont les voies de renforcement des capacités et conseils agricoles en agriculture biologique, aussi bien pour les petits agriculteurs ainsi que les techniciens et conseillers? Monsieur Benchkron, Monsieur Fertaz. D'abord, il faut. D'abord, Madame Jivali. Voilà, moi je parlais de mon précédent collègue. Il parle d'éducation. Ça passe par l'éducation et l'enseignement, hein, à la base, pour changer les mentalités, pour faire apprendre, pour donner des leçons. Donc, les capacités, la transformation des capacités ou l'amélioration des capacités, ça passe par la transmission d'un savoir, la transmission d'expérience. Pour faire cette transmission, il faut des enseignants. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'enseignement agricole, qui est déjà, qui est encore très, très conventionnel. C'est l'agriculture conventionnelle qui prime aujourd'hui au Maroc dans l'enseignement, que ce soit dans les instituts agricoles ou dans les écoles agricoles. C'est rentré dans les universités, ça commence à rentrer, mais l'enseignement agriculture conventionnelle est encore dominant. Pour renforcer les capacités, il faut des animateurs. Il faut former d'abord ceux qui vont enseigner avant d'aller sur le terrain. Donc, et c'est ça qui nous manque, c'est les moyens pour former des animateurs qui peuvent être formés très rapidement, parce qu'on part on ne forme pas le premier lambda qui arrive, là, qui ne connaît rien, et on va le former. Non, on forme déjà des gens qui sont versés dans l'agriculture, qui sont très sensibles et qui ont la fibre, qui ont cette fibre de défense des ressources naturelles, etc. Donc, former des animateurs, et c'est eux qui vont diffuser cet enseignement et renforcer les capacités. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce domaine et c'est elles qui assument ce rôle de formateur, de sensibilisateur pour essaimer. Donc, renforcement des capacités, moi aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas qui peut le faire, à moins d'avoir recours aux associations qui travaillent dans le domaine de l'environnement ou bien à travers l'ONCA, par exemple, l'ONCA, effectivement. L'organisme, voilà, qui relève directement du ministère. Voilà, ouais. Mais généralement, l'agriculture, ça passe par... c'est vrai qu'il y a un enseignement théorique, c'est vrai, mais le gros, c'est l'enseignement sur le terrain. C'est les amener dans la ferme, ils travaillent dans la ferme, ils apprennent des pratiques pour le bio, pour l'agroécologie. Donc, effectivement, il n'y a pas encore... c'est en train de se diffuser, c'est en train d'essaimer. Mais c'est vrai que former les animateurs, et c'est pour ça que je parlais du rôle du Crédit Agricole, qui a formé en 10 ans 3 promotions d'animateurs. C'est eux d'ailleurs aujourd'hui qui ont permis cet essaimage. Ça, c'est important. Donc, les banques, c'est bien de financer, mais c'est bien aussi de financer les promotions de l'animateur, des enseignants, pour financer les enseignants. Monsieur Fertaz, est-ce que vous avez un mot à dire? Alors, concernant la formation ou bien la formation des petits agriculteurs ou bien les conseillers, comme vous savez, l'agriculture biologique, c'est un nouveau concept, est un grand chantier maintenant au Maroc. On a déjà commencé l'année dernière et l'année d'avant-dernière de former les agents, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture au niveau de l'IDRA régional. Donc, dans ces années, je pense, cette année-là et les années prochaines, on va organiser des sessions de formation avec le ministère de l'Agriculture au niveau de l'IDRA. On a déjà commencé ça, ça fait 2 ans. Et le ministère de l'Agriculture, je pense, au niveau de l'IDRA, ils ont un capital pour ça. Ils vont organiser des sessions de formation pour les agents de l'ONCA, pour les agents des DRA, des DPA. Et aussi, ils vont organiser des sessions de formation pour les agriculteurs et les petits agriculteurs et les grands agriculteurs aussi. Madame Jazouli, est-ce que vous avez d'autres doléances? Alors, justement,
C'est comme si je suis la porte-parole des petits producteurs. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous les représentez bien. Merci, merci. Alors, en fait, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que pour faire réussir l'agriculture biologique ou l'agroécologie, il faut consolider les efforts des différents acteurs institutionnels, les petits les agriculteurs, les organismes de certification, des fondations, les banques. En fait, si on arrive à consolider nos efforts, je pense qu'on pourrait y arriver. Et voilà, c'est ça mon dernier mot. J'aimerais ajouter, parce que vous avez posé la question sur quelles sont les 5 principales régions qui ont une superficie importante de cultivés biologiques. Je cite la région de Fès-Meknès qui est avec un pourcentage de 19%, la région de Marrakech-Safi de 18%, la région de Souss-Massa avec 16%, Casablanca-Stade aussi 16%, et Rabat-Salé Kenitra avec 14%. Les autres régions, elles oscillent entre 1 et 5%. Voilà. Merci pour ces chiffres. Monsieur Taheri, vous avez autre chose à rajouter? Vous avez d'autres chiffres à nous communiquer? Ben, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut prendre l'agriculture biologique dans une dimension plutôt dans un aspect plus multidimensionnel. Il y a l'aspect du produit en tant que tel, donc sans intrants chimiques. Il y a aussi un aspect environnemental. Et il faudrait qu'on mise sur un produit qui englobe ces dimensions, parce qu'on ne peut pas produire du bio pour produire du bio, mais il faut vraiment avoir une philosophie derrière de protection de l'environnement. Il faut aussi pouvoir commercialiser ce produit. Donc, je pense qu'on doit travailler sur un mode de commercialisation qui soit le plus efficace. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'agriculture biologique et les produits biologiques sont des produits de circuit court. Il ne faut pas que ça voyage beaucoup, parce que ça intègre une dimension régionale, protectrice de l'environnement. Donc, il ne faut pas que ça voyage. Donc, il faut qu'il y ait il faut que ça passe par des marchés paysans, par des structures et des systèmes de distribution locaux et régionaux, et à ce moment-là, et après, peut-être un petit peu nationaux, mais c'est surtout locaux et régionaux. Et il faut rester vraiment avec l'idée que l'exportation, on va y aller avec des produits où est-ce qu'on est capable de produire des grandes quantités. Ça veut dire que ce soit de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan, il faut aller avec des trucs qu'on maîtrise déjà. Voilà, donc je pense que la dimension multidimensionnelle de cette agriculture, on est obligé d'en tenir compte à chaque fois. Je crois qu'il n'y a pas que l'agriculture. Là, il y a une question très intéressante qui a été posée. Y a-t-il un intérêt particulier aux filières animalières bio? L'intégration culture, l'élevage est primordial. C'est une question posée par un participant. Qu'en pensez-vous? C'est un volet quand même qui est très, très important. On a concentré notre intérêt sur l'agriculture, mais c'est vrai qu'on a omis ce volet d'élevage. Vous avez un mot à dire, M. Taheri? Par rapport à la production animale, que ce soit au niveau des viandes ou que ce soit au niveau d'autres types de production, donc les sous-produits, que ce soit le lait, etc., elle est encore embryonnaire. Il y a quelques producteurs, notamment dans la région de Rabat, qui sont producteurs de bœuf ou d'agneaux qui sont certifiés biologiques. Il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours une problématique parce que il y a l'animal qui doit être certifié, mais c'est aussi
toute l'alimentation de l'animal qui doit être certifiée. Donc, il y a cette problématique, c'est beaucoup plus complexe, mais je sais que c'est malheureusement un des secteurs dans le biologique qui il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense, et j'invite Sefertas de nous dire en termes de proportion, s'il a une idée sur la proportion des certifications qui ont été données à une production animale versus une production végétale. Oui. Merci pour la question, M. Taheri. Alors, concernant la production animale, comme tu as déjà dit, Sereda, il est embryonnaire. On a pour le moment un seul producteur pour la production animale, bovin et volaille. Par contre, l'apiculture, il est en stade de développement. On a pas mal de demandes pour la certification de l'apiculture, la production du miel. Parmi les exigences pour certifier la production animale, il faut commencer par la production végétale. Donc, il faut assurer l'aliment, assurer un parcours, assurer un pourcentage d'alimentation au niveau de la ferme. Donc, il faut commencer par une production végétale et après, il faut aller à la production animale. La contrainte ici, comme vous savez, pour commercialiser un produit au niveau national, il doit être emballé, il doit être étiqueté, c'est une exigence. Donc, il faut passer par un abattoir qui est certifié, qui est agréé. Donc, vous savez les problèmes des abattoirs qui sont agréés et la petite quantité, c'est difficile de sous-traiter l'activité de conditionnement ou bien d'abattage chez des abattoirs qui sont agréés. Donc, il y a des contraintes pour le moment pour la production animale. Voilà. D'accord. Est-ce que la subvention les concerne également? Alors, la subvention concerne aussi la production animale avec 80% de certification avec un plafond de 25 000 dirhams. Donc, la production animale aussi, il est subventionné. Dirhams annuellement? Annuellement. Donc, je reviens vers la subvention. La subvention, c'est pour 3 ans, pour le coût de certification annuel. Donc, le coût de certification sera subventionné chaque année pendant 3 ans, avec un engagement des agriculteurs, soit éleveurs ou bien agriculteurs, un engagement de 5 ans. Donc, ils doivent produire pendant 5 ans et être subventionnés pour 3 ans. Voilà. Et des côtés des banques, M. Benchkroun, du côté des banques, est-ce que ce type d'agriculteur est également concerné par le dispositif mis en place? Oui, tout à fait. Nous accompagnons l'ensemble des types d'agriculture. Moi, je voudrais juste étoffer le débat par un petit témoignage. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de débattre avec le président de la Prima Rose, qui est la filière de Rosa Parfum, qui, comme vous savez, la production est localisée au niveau des 2 vallées et qui se retrouve face à une problématique économique, qui est que la rose marocaine commence à avoir beaucoup de difficultés au niveau du marché international face à des concurrents comme la Turquie et la Bulgarie. Et ils sont dans une démarche ou plutôt une volonté claire de vouloir convertir l'ensemble des 2 vallées qui représentent à peu près 1200 hectares pour pouvoir mieux valoriser leur production. Parce qu'on sait bien que, par rapport à cette filière, le prix est largement supérieur quand il est en biologique. Madame Jebali, un dernier mot. Moi, j'avais une question sur la fédération là, qui est en train de se mettre en place. Une question peut-être de Sereda. La fédération qui est en train de se mettre en place avec les relais régionaux. Peut-être pas pour remplacer la FIMA-Bio, mais parce qu'il y a un vide qui a été laissé maintenant. Et pour ramener le sujet sur le petit paysan, est-ce que cette fédération prévoit d'intégrer et d'inclure les petits paysans? Parce que je comprends bien que
il faut des groupements d'intérêt économique, que la fédération avec les relais régionaux, dans un premier temps, elle va peut-être regrouper des intérêts financiers ou économiques, ce qui est normal. Hein. Mais est-ce qu'on a prévu une petite place pour le petit paysan, qui ne va pas forcément apporter de l'économie, mais qui va apporter le poids de 70% de l'activité agricole du pays? Oui, Madame Jbali, pour vous répondre, et je comprends votre inquiétude, mais elle est au centre de l'inquiétude, bien sûr, aussi du ministère de tutelle dans cette organisation, dans ce mouvement. C'est que quand on est parti quand on s'est lancé dans cette belle dynamique de structuration régionale de la production biologique, on ne peut pas faire un regroupement sans qu'on touche la totalité de la population et la totalité des opérateurs qui sont sur les territoires. Je m'explique. C'est que je vous donne l'exemple de la région de Fès-Meknès, dont je viens d'être élu président. C'est un honneur et aussi une charge de responsabilité assez énorme. Donc, dans cette région, on a convenu d'avoir 3 collèges au niveau de l'Association régionale des producteurs bio, donc, et qui sont représentés à part égale dans cette association. Donc, un tiers qui est le collège des personnes privées, et donc des personnes privées, mais il faut pas penser que les privés qui sont en biologie sont forcément grands. Il faut peut-être aussi combattre cette idée-là. Dans cette association des privés, nous avons 2 personnes, donc deux personnes qui ont plus que 100 hectares, mais la plupart, leurs hectares passent entre 1 et 8 hectares. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça s'appelle les privés, mais ce sont des petits privés. Donc, pour vous dire, donc, un tiers proviennent de l'association des privés. Nous avons un tiers qui provient des agrégateurs et des agrégés. Donc, nous avons un agrégateur dans la région qui est unique avec un groupe de 62 agrégés. Et quand on parle de 62 agrégés, c'est des petits agriculteurs. Nous avons des gens qui ont 1,25 hectares en olivier, un autre qui en a 5, qui en a 2. Donc, ça regroupe les petits et les grands. Il y a quelques-uns avec nous qui ont peut-être 120 hectares, qui sont les plus grands. Donc, ça représente l'équivalent de 1000 hectares, mais regroupés par 62 producteurs. Et nous avons aussi ouvert un 3e collège qui est représenté que par des coopératives, encore du solidaire. Donc, il y a 9 coopératives dans la région Fès-Meknès qui sont certifiées biologiques. Donc, ils sont regroupés dans cette association. Donc, vous voyez que les petits agriculteurs sont dans les 3 collèges et ça ne peut pas se faire autrement parce que c'est la base. Si on considère les gros, il y en a très peu à l'échelle nationale. Et on ne peut pas se baser sur un certain type de standing, si on peut appeler ça, ou de taille de production pour faire une fédération. C'est impossible. On est obligé de passer avec plus de personnes. D'ailleurs, ça a été ça, un des problèmes au niveau de la FIMABio, c'était le manque de représentativité territoriale et générale. Actuellement, juste pour vous dire, à l'échelle de Meknès-Fès, donc la région que je représente, sur 2600 hectares de certification, de zones certifiées, dans notre association, nous avons des personnes qui siègent, et on représente plus de 2400 hectares de cette superficie, ça veut dire pratiquement la totalité. Et on est grosso modo aux alentours de 150 opérateurs. C'est beaucoup. Et c'est bien, ça veut dire qu'on a une très belle emprise, une très belle représentativité dans cette région. Et je vais aussi juste peut-être finir en disant que ce secteur, cette filière qui est une filière d'avenir, porteuse d'espoir au Maroc, je pense qu'on va être obligé d'innover. Comment?
il y a des expériences qui se font ailleurs. Par exemple, il y a des pays où les produits qui viennent de fermes qui sont en transition, ben, ils ont ces produits-là, ils ont un label qui s'appelle sans intrants chimiques. Donc, ça veut dire que le consommateur, il peut trouver ces produits-là et dire, OK, c'est un produit qui n'est pas certifié biologique, mais on me dit qu'il est sans intrants chimiques. Donc, le consommateur, il est capable mentalement de payer un prix un petit peu supérieur qu'un prix conventionnel. Donc, il faut peut-être fractionner et innover par rapport à l'offre qui est donnée au niveau du consommateur. Et aussi, et surtout, il ne faut pas oublier que ça reste un marché de prix. Il y a une guerre de prix. Je pense que le consommateur a un rôle à jouer. Il faut le sensibiliser pour qu'il puisse se rapprocher des producteurs pour qu'ils puissent aller chercher un produit qui pourrait être de bonne qualité, biologique aussi, ça serait encore mieux. Et si on est capable d'amener le consommateur directement à ces produits dans un système de circuit court, ben, moins il y a d'intermédiaires et plus le prix peut être intéressant et tout le monde sera gagnant. Peut-être une petite dernière question avant de conclure notre débat qui touche à sa fin. Y a-t-il besoin de créer une agence de développement de l'agriculture biologique, gouvernance biologique? D'accord. Allez-y, monsieur Taher. Désolé. C'est fondamental. C'est fondamental parce que on est en train de regrouper, de créer une association interprofessionnelle qui va regrouper l'amont et l'aval. C'est fondamental, mais ça restera toujours une association de producteurs. Ça sera des opérateurs. On est obligé d'avoir une agence de développement qui pourrait inclure des chercheurs, faire de la recherche et développement, créer et faire beaucoup de choses. On a besoin de quelqu'un pour faire le contrôle. Maintenant, sur le marché, on trouve des produits qui sont en marque biologique. Il n'a biologique que le logo qu'on trouve sur l'étiquette. Ça veut dire qu'il n'y a aucune traçabilité. C'est pratiquement du faux. On est vraiment en train d'avoir des produits qui sont faussement vendus comme biologiques. On a besoin de voir… donc, les producteurs ne joueront pas à la police. Il faudrait qu'il y ait une fédération, une agence qui va avoir une transversalité avec les produits qui sont importés au Maroc et qui sont distribués dans des GMS. Donc, ils sont obligés qu'ils soient une fois apposés. Le terme biologique ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait une traçabilité, un numéro de certification, que ce soit l'endroit où est-ce que c'est vendu, ou bien l'importateur, etc. Donc, il faut que toutes les étapes soient tracées et donc on a besoin d'une agence qui joue ce rôle, je ne dirais pas de gendarme, mais de coordination entre les différents aspects que cette filière nécessite. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Taheri. Un mot de la fin, monsieur Benchkroun. Je tenais à vous remercier de nous avoir conviés à ce webinaire. Nous, en tant que banque citoyenne et dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie, nous continuerons à œuvrer pour le développement du monde rural. Et nous sommes en fait convaincus du potentiel de la filière biologique, donc que nous continuerons à accompagner. Voilà, je vous remercie. Madame Jazouli. Alors, avant de vous remercier, j'aimerais juste ajouter qu'il faut considérer le consommateur, non pas comme un seul consommateur, mais comme consomme-acteur. Voilà, c'est-à-dire acteur qui consomme avec conscience. C'est ça mon mot de la fin. Vous avez mis le doigt sur un point qui est très important. Voilà. À travers la sensibilisation, via des campagnes médiatiques peut-être,
il y a différentes, comment dirais-je, différents moyens à exploiter encore. Alors, je vous remercie de nous avoir invités et je remercie aussi tous les intervenants ainsi que les participants. Madame Jbali, un petit mot pour conclure. Oui, alors je voulais dire merci à tout le monde. Quand on veut, on peut. Je suis sûre, donc c'est un marché en pleine ébullition et je suis sûre qu'en s'y mettant tous, on va arriver à de superbes résultats. Merci à tous. Alors, merci à tout le monde. Donc, nous sommes devant un grand chantier de l'agriculture biologique, une grande dynamique. Donc, il faut qu'on collabore ensemble, soit organismes de certification, banques, interprofessions, agriculteurs, transformateurs, exportateurs, autorités compétentes. Donc, on travaille sur l'agriculture biologique depuis des années. On certifie juste la réglementation européenne, quelques dizaines d'opérateurs. Maintenant, il y a une dynamique. Il y a à peu près 400 ou 500 opérateurs qui sont certifiés. Il y a la volonté de l'État, il y a les subventions, il y a le marché qui est porteur. Donc, il y a tout le monde qui cherche des produits bio. Il faut qu'on collabore ensemble, il faut qu'on travaille ensemble. Et merci encore une fois. Merci à vous. Pour ma part, je tiens à vous remercier également pour votre participation. L'échange était très intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer sur une autre thématique et pourquoi pas sur la même et d'évoquer les évolutions d'ici là. Voilà. Merci beaucoup à tous les panélistes et aux participants. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Très bien.